Tu fais quoi? De la DS. C'est du rétro gaming. Ah ouais, bah moi je suis plus rétro que toi. Ha! Je joue à la Game Boy. Ah ouais, et bah moi je suis encore plus rétro. Game Boy Color. Bah moi je suis encore plus rétro. Je joue au jeu de la première Game Boy. Sur ma Game Boy Advance par contre. Ah ouais, et bah moi j'ai un Bilboquet. Mais je l'ai pas. Bah je peux être plus rétro que toi. Tada! Mais tu fais rien. Oui, c'est vrai. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nos plus gros moyens de distraction sont la télé, internet et les jeux vidéo. Oh, oublie pas, manger et dormir! Moi-même, je suis un grand fan de jeux vidéo. Oh oh! Non mais, je veux dire un très grand fan de jeux vidéo. Moi! Enfin, je veux dire un très grand fan de jeux vidéo. Comptez pas sur moi pour ranger. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 grands points de l'évolution du jeu vidéo. Alors, évidemment, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive, ce sont mes points, mes références, et chacun a les siennes. Et donc, les miens commencent par le numéro 1, la création du jeu vidéo. Alors, ce point peut paraître un peu évident, mais s'il n'existait pas, et bah déjà, je pourrais pas faire ma vidéo, et puis ensuite, le monde ne serait pas tel que nous le connaissons. Alors, il est difficile de situer précisément la date de création du jeu vidéo. Certains pensent qu'il s'est démocratisé grâce au jeu Pong ou Super Mario, alors que d'autres jeux ont existé avant, comme Oxo. Mais l'idée du tout premier jeu vidéo est née en 1951. Et quelques mois plus tard, lors d'une exposition scientifique à Londres, a été présentée une machine bien étrange appelée le Nimrod, permettant de jouer au jeu de Nîmes. Le jeu de quoi ? Pour faire simple, le jeu de Nîmes consiste à déplacer un pion et à le faire passer de l'autre côté de l'écran en empruntant le chemin le plus court. Le premier joueur arrivé de l'autre côté a gagné. Attends, ça veut dire qu'on peut jouer à deux? Oui, mais en général, le deuxième joueur est plus souvent l'intelligence artificielle de la machine. Et en 1952, le jeu Oxo a été créé, amenant ensuite d'autres jeux test. Alors, en fait, ce ne sont pas des jeux à proprement parler, mais plutôt moyen de vérifier la puissance d'un ordinateur. Mais c'est à partir des années 1970 que les jeux vidéo vont commencer à devenir plus populaires, amenant ensuite notre deuxième point. Deuxième point, les bornes d'arcade. Alors les bornes d'arcade, c'est vraiment la chose qui va populariser les jeux vidéo, permettant ainsi leur accès au public. Vous pouvez découvrir des jeux fantastiques comme Donkey Kong, Pac-Man, Sheriff, et d'autres comme Street Fighter 1 ou Dragon Slayer qui ont été d'une très mauvaise réputation. Bon, les salles d'arcade c'était bien, mais il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que tu ne pouvais pas vraiment y aller quand tu voulais. Ouais, enfin, je sais pas vous, mais moi je dirais pas jouer à la console à 4h du matin. Oui, c'est sûr, mais si par un incroyable miracle tu n'avais pas école, eh ben tu ne pouvais pas accéder à la salle d'arcade puisqu'elle ouvrait plus tard. Même à cette époque, la clientèle était majoritairement des enfants. Et donc tu l'avais dans le pif. Dans le quoi? Le deuxième problème, c'est qu'il te fallait de l'argent pour pouvoir jouer. Et même si pour certains jeux 10 francs te permettait de jouer toute l'après-midi et d'avoir une super partie, pour d'autres jeux, c'était pas exactement la même chose. Bien le bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la première personne à avoir fini les deux jeux les plus durs qui existent. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pouvons-nous savoir comment vous avez fait pour finir ces jeux? Eh bien, il y a longtemps, j'étais professeur de disco, j'avais le rythme dans la peau, et j'ai acquis des réflexes qui m'ont permis de devenir un excellent joueur. Voilà. Mais, je dois vous dire aussi que quelques temps auparavant, j'avais gagné au loto. Ah, bravo, toutes mes félicitations. Pouvons-nous savoir ce que vous avez fait de cet argent? Mais c'est évident. Je l'ai dépensé à finir mes parties de Dragon Slayer et de Street Fighter. Ah oui, ça explique pas mal de choses. Eh oui. Du coup, pour certains jeux, le troisième point était presque plus rentable. Les consoles de jeu. Les consoles étaient un petit peu plus pratiques. Tu pouvais jouer autant que tu voulais, enfin, si les parents sont pas devant la télé. Et dès que tu en avais envie. Mais un seul jeu. Bah oui, les jeux, il fallait que tu les achètes. Et encore, si aujourd'hui un jeu vaut dans les 40 €, ce qui fait approximativement 260 francs.
À cette époque, les jeux coûtaient plus dans les 500 francs. Cela équivaut à un petit peu moins de 80 € aujourd'hui. En plus des jeux, il y en avait plein. Dès que quelqu'un savait coder un minimum, il pouvait faire un jeu. L'Odyssée et l'Atari acceptaient n'importe quel jeu. Et c'était beaucoup trop d'argent de perdu, ce qui fait que l'Atari 2600 sera la dernière à accepter n'importe quoi. En 1983 sort la Family Computer, ou Famicom, qui deviendra ensuite la NES en Europe ou en Amérique. Elle était la première console à intégrer une puce de reconnaissance, forçant ainsi les éditeurs à faire valider leur jeu pour avoir le Nintendo Seal of Quality. Ce qui veut dire que si ton jeu était trop vulgaire, il était censuré. Quant aux consoles portables, à cette époque, il fallait quelque chose de très simple qui puisse tenir dans la poche. Et c'est comme ça que les Game & Watch sont devenus très connus. Même s'il n'y avait qu'un seul jeu par Game & Watch, l'écran à cristaux liquides permettait de simplifier l'affichage et ainsi de prendre peu de place. Enfin, ça veut dire que si je veux un nouveau jeu, faut que j'achète une nouvelle console. Ouais, non, tout de même pas. Évidemment, il y a eu d'autres consoles portables avant les Game & Watch, comme la Microvision, mais on pouvait pas dire qu'elle tenait vraiment dans la poche, plutôt dans un cartable. À partir de 1984, la guerre des consoles était déclarée. Non, pas vraiment. Ah bon? La Super Mark III, ou Master System, est effectivement sortie en 1984. Mais malheureusement elle n'était pas très connue et n'avait pas de mascotte, Alex Kidd étant apparu qu'en 1986, prenant ainsi la place de Opa Opa. C'est en 1988 que cette guerre semble vraiment commencer, puisque Sega sort au Japon la Mega Drive, puis en 1989 en Amérique, et en 1990 dans le reste du monde. Elle était donc la première console équipée d'un microprocesseur 16 bits. Ensuite, les différentes marques ont toujours cherché à avoir la console la plus puissante du marché, doublant à chaque fois la puissance du microprocesseur. C'est comme ça que la Jaguar a essayé de se faire connaître en quadruplant la puissance de la console. Mais comme la technologie n'était pas correctement maîtrisée, eh bien la console a été un cuisant échec. Cependant, un problème commençait à apparaître. Les consoles étaient de plus en plus puissantes et performantes, et bien que la cartouche se vit améliorée, elle commençait à avoir quelques problèmes de stockage. La place devenait trop limitée pour l'époque. Et c'est là que le quatrième point vient sauver tout ce bazar, le CD. Alors le CD, qu'est-ce que c'est? Eh bien... musique maestro. Le CD c'est tout simple, c'est juste un support physique sur lequel sont stockées des données numériques. Alors le CD est composé d'une galette de polycarbonate recouverte d'aluminium. Il peut également stocker 900 mégas, faut pas toucher avec les doigts. Stop. On a compris, tu aimes cette émission. Alors le CD, qui veut dire disque compact en anglais, compact disque, alloué aux développeurs beaucoup plus de place. Bon alors évidemment ça n'a pas marché tout de suite, mettre de la musique de bonne qualité ça suffit pas à faire un bon jeu. Mais bizarrement aujourd'hui c'est Sony et sa PlayStation qui sont connus pour l'utilisation du CD. Alors que il y a eu des consoles qui ont bien marché avant, comme la Saturn. Ce qui fait qu'aujourd'hui les consoles de salon utilisent toutes des CD, et les consoles portables, enfin celles de Nintendo, utilisent des cartouches. Mais certains utilisateurs préfèrent avoir leur jeu en version dématérialisée. Ouais, faut dire que les boîtes, ça prend de la place. Le problème avec un CD, c'est qu'on pouvait le pirater, permettant ainsi d'avoir un jeu gratuitement, pouvoir tricher au jeu, ou pire, mettre plusieurs jeux dans un seul CD. Bon, il faut dire que pendant un moment, les gens pensaient que on avait touché à tout dans l'univers du jeu vidéo. Mais c'est ainsi que nous arrivons à notre cinquième point. Donc pour finir, cinquième point... Ah, c'est moi, pardon, c'est moi. Alors. Allô? Ah, celui qui m'a, qu'est-ce qu'il y a? Je prends tout, salut! J'en étais où? Au cinquième point. Ah oui, cinquième point, la motion gaming. Bon alors, il a bien existé des accessoires pour créer une forme d'immersion dans le jeu, comme le Power Glove, le Nintendo Scope, ou le casque de réalité virtuelle, mais leur utilisation était limitée à une dizaine de jeux grand maximum. ROB ne servait que pour 2 jeux. La Wii, sortie en 2006, permet aux joueurs de jouer avec une manette qui pouvait détecter le mouvement. Du coup, tu faisais du sport dans ton salon. Enfin, ça c'était la théorie, puisque dans la plupart des jeux, il suffisait d'une petite secousse pour que l'avatar fasse l'action demandée par le joueur. Et il n'y a que les quelques jeux demandant l'utilisation de la Motion Plus qui demandaient un réel mouvement. Quelques années plus tard, Sony sort le PlayStation Eye et le PlayStation Move, ainsi que quelques jeux de réalité augmentée. Le PS Eye, une caméra, filmait ton salon, et sur l'écran apparaissait le personnage avec lequel tu interagissais. Et quelques semaines plus tard, Microsoft sort la Kinect, et comme il n'y a qu'une caméra,
et bah du coup ça te force à bouger vraiment. Du coup c'est presque le modèle où tu dois bouger le plus. Depuis, la motion gaming est utilisée un petit peu partout dans le jeu, mais c'est principalement pour le dynamomètre qui mesure si la manette est plus ou moins penchée dans tel ou tel sens. Et pour finir cette vidéo, on va vous montrer quelques trucs qui nous attendent dans le futur. Déjà, la réalité augmentée continue d'être utilisée comme des objets qui réagissent en fonction de ce qui apparaît sur ton écran. Ça fait flipper. Et l'Oculus Rift, ou d'autres casques de réalité virtuelle, auxquels on va ajouter des petites manettes permettant de contrôler les mains de votre avatar. Et il existera encore bien d'autres choses qui sont complètement folles. Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là. Enfin, c'était long. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager, laisser un commentaire. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!